Bon, bah, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous faire un petit message si vous nous entendez bien, si ça fonctionne bien, si vous nous voyez bien. On est aujourd'hui avec Aurélie Viard, qui est co-gérante de Biovie et aussi maman, et qui a testé la diversification alimentaire en alimentation vivante, du coup, avec ta fille Zia. J'ai une info importante pour toi avant de commencer cette vidéo. Ce que je te partage aujourd'hui est issu d'ateliers payants que j'ai décidé de t'offrir. C'est pourquoi tu verras un cadre live autour. J'avais trop à cœur de te partager tout ça. Et au fait, moi, c'est Ariane Croquante. Je t'aide à manger plus brut, plus cru, plus végétal, pour que tu aies tellement d'énergie derrière que tu auras envie de partager la cuisine autour de toi. Peut-être même d'en faire un métier. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo. Let's go! Et du coup, voilà, l'idée c'est aujourd'hui de vraiment un échange, l'idée que tu puisses nous partager ton témoignage. On n'est pas là pour avancer des dogmes et dire c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment ton témoignage. Moi aussi, je parlerai un petit peu du mien parce que mon fils là, il a 9 mois, donc on a déjà quelques mois de diversification derrière nous. Voilà, l'idée c'est vraiment en échange. Vous pouvez, on gardera 15 minutes à la fin pour que vous nous posiez vos questions. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des choses vraiment spécifiques dont vous voulez qu'on parle. Je te propose du coup, Aurélie, de te présenter rapidement si jamais il y avait encore des gens qui ne te connaîtraient pas. J'espère qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Alors, moi, je m'appelle Aurélie Viard, je vais sur mes 47 ans, donc j'ai 46 ans et demi. J'ai eu ma dernière fille à 40 ans et en fait, j'ai fait une grossesse crue, on va dire à 95%. Et alors, 95%, c'est pas pour dire qu'il faut être à 95% ou 100%, c'est juste que moi, je constate que je l'ai faite vraiment majoritairement crue. Accouchement à la maison, allaitement long et donc diversification par l'alimentation vivante. Et je suis aussi maman de 2 adultes ados, donc une qui a 19 ans et l'autre qui a 17 ans. Et en fait, j'ai pas du tout vécu les mêmes grossesses ni les mêmes diversifications. Voilà, donc ça c'est mon côté maman. Et après, voilà, donc avec Eric, mon mari, on gère la société Biovie, qui est une boutique en ligne et qui se veut être le portail de référence de l'alimentation vivante en France et en Europe. Et voilà, donc on voit un peu notre entreprise comme un escalier, c'est-à-dire que la marche où tu te situes, tu peux trouver des infos, des ressources, des produits que tu trouves souvent pas ailleurs et qui te permettent de tenter l'aventure de l'alimentation vivante. Que ce soit l'alimentation vivante comme un petit voyage, si tu as envie de tester, ou comme quelque chose de plus inscrit dans le temps, ou si tu veux l'alimentation vivante comme quelque chose qui peut vraiment t'aider. J'aimerais trouver un autre mot que thérapeutique, mais si par exemple tu as besoin d'une grande reminéralisation ou d'une perte de poids, donc en fait, suivant les personnes avec l'œil et la couleur avec lesquelles elles arrivent dans l'alimentation vivante, nous on essaye de répondre à ces demandes-là. Et on est légèrement passionné, donc ça nous prend beaucoup d'espace dans notre vie. Voilà. Ben ouais. Merci du coup pour cette présentation. Alors je te propose du coup qu'on commence notre échange. Alors est-ce que tu peux nous raconter du coup un petit peu comment ça s'est passé pour Zia par exemple? À quel âge vous avez commencé la diversification? Je crois que vous avez commencé assez tôt. Si tu peux nous expliquer un peu pourquoi aussi et comment ça s'est passé? Alors, Zia, donc, elle était au sein à volonté, on va dire. Enfin, il n'y avait pas de... J'allais vraiment à son rythme. Quand elle a eu 2 mois et demi, souvent, c'était plus un réflexe quand elle était tout bébé. Soit elle tétait en même temps que nous on mangeait, soit elle était sur mes genoux, sur les genoux d'Éric pendant qu'on partageait notre repas. Et très très tôt, en fait, elle s'est intéressée à ce qui se passait entre l'assiette et notre bouche. Et très tôt, elle a manifesté vouloir goûter. Elle avait 2 mois et demi. Donc, c'était vraiment super tôt. Et moi, au début, je voulais pas trop suivre. Je pense que je manquais il y avait très très peu d'infos à l'époque. Déjà aujourd'hui, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup pour la diversification en cru, mais là, il
y a 7 ans, il y en avait encore moins. Et ouais, à part sur la branche instincto, où là, oui, t'avais vraiment, même, ils mettaient en avant la diversification. Ils mettaient aussi en avant, tu sais, quand tu mastiques avant, quand tu prédigères pour donner après à ton enfant. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, avec des petits morceaux de banane. On était aux États-Unis, elle avait 4 mois. 4 mois. Elle a commencé à vouloir manger à 2 mois et demi. Donc, on donnait, tu sais, juste des tout petits morceaux de banane écrasés, là, très, très, très mûrs. Et après, à 4 mois, quand on était aux États-Unis, là, on a commencé, tu vois, à nous pré-mâcher des choses. Et après, donner vraiment, tu sais, de prendre à la bouche et de lui donner, en fait. Donc, ça a commencé comme ça. Parce qu'elle a commencé très, très tôt. Et je m'étais beaucoup intéressée à la DME, la diversification menée par l'enfant. Mais il y avait, tu sais, ces piliers qu'il faut respecter, en fait. Le premier, c'est que l'enfant tienne assis tout seul. Ouais. Généralement, c'est à 6 mois. 4 mois, clairement, elle ne tenait pas assise toute seule, quoi. Ouais, donc la diversification a vraiment commencé comme ça. Et avec cette peur, ben voilà, tu te dis, dès que mon enfant va commencer à manger, il va se détourner de l'allaitement. Et en fait, pas du tout, puisque je l'ai allaité 3 ans. Donc, génial. Voilà. C'est vrai que la banane, souvent je me fais la réflexion en fait que les fruits pas locaux, ils sont quand même géniaux pour diversifier les bébés parce qu'ils ont des super textures. Et la banane, là, ça file les quantités de bananes à la maison. J'imagine que toi ça a été pareil aussi. Ouais, la banane, la mangue, j'ai eu des grosses surprises aussi parce que tu vois, la banane et la mangue, la texture est très douce et le goût est très doux, très parfumé. Mais en fait, j'ai eu des grosses surprises où, par exemple, tu vois, Zia qui rongeait des racines de gingembre, par exemple. Elle était aussi, tu vois, attirée par des saveurs où je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un enfant, il aime ça. Ou elle était très attirée par l'odeur de la chlorelle, par exemple. Tu vois, le truc improbable. Ça sent quand même un peu la vase, la chlorelle, quand il pense. Et en fait, ça l'attirait beaucoup. D'accord. Donc, c'était assez surprenant. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'ai fait des tests comme ça aussi avec je me faisais des jus de céleri branche et ils buvaient ça, ou alors pour tester, on lui a donné des morceaux de citron et puis hop, ils croquent dedans. C'est ça, ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu comment tu t'y as pris du coup donc tu nous parlais de la banane au début, mais est-ce que tu te souviens un petit peu qu'est-ce que tu as introduit les uns après les autres? Est-ce que tu as suivi un ordre? Est-ce que tu avais des informations ou est-ce que tu as fait un petit peu au feeling? Ben alors à l'époque, la seule ressource que j'avais trouvée, c'était dans des livres anglais. Je n'avais pas trouvé ni des références françaises, ni en vidéo, ni quoi que ce soit. Donc on s'était dit, on va faire au plus simple, on va faire avec des fruits de saison. Donc Zia a eu entre 4 et 6 mois quand c'était printemps-été, donc génial. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube qu'on avait fait avec elle quand elle avait 6 mois où elle se régale. Donc, on avait respecté un peu les piliers. Donc, le premier pilier, c'est évidemment qu'ils tiennent assis tout seul. Le deuxième, c'est de faire en sorte que l'aliment qu'il ingère soit vraiment mâchable, qu'il puisse vraiment l'écraser avec les gencives. Ouais. Pas trop à la fois. Et que quand tu introduisais un nouvel aliment, il fallait l'introduire tout seul. Ouais. C'est sortir un peu de la vision que... Moi, j'avais une vision, tu sais, adulte, où en fait, on se faisait des assiettes avec plein de choses dedans, des grosses assiettes. Alors déjà, il a fallu que je revienne à la réalité en me rendant compte que ma fille, qui avait 4 mois, elle avait un estomac qui avait la taille d'un œuf. Donc, c'était normal que quand je lui présentais, tu vois, un buffet de fruits, je me disais, ah là, elle n'a rien mangé. En fait, elle a un tout petit estomac, donc c'est normal. Et voilà, donc comment on s'y est pris? On a vraiment... on a acheté déjà une assiette à ventouse pour pas que l'assiette dégage à chaque fois qu'elle était sur sa chaise haute. On a prévu aussi des énormes cartons. On allait dans les poubelles des magasins d'ameublement pour récupérer les grands cartons là, d'écran plat et tout ça. Donc, on mettait sous la chaise parce que sinon, le carrelage était pourri. On n'avait pas de chien qui pouvait ramasser derrière. Donc, du coup, ben voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour le côté vraiment pratique. Et ensuite, c'était donc, il y a eu du raisin coupé en deux en enlevant le grain. Il y a eu des bananes. Il n'y a eu que des choses molles, en fait. Et ça a été au début principalement cru. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait... je sais qu'il y a des personnes qui font ça et qui font ramollir des carottes, tu vois, par exemple, pour que la carotte reste entière mais soit écrasable. On n'a pas fait ça.
Les décrudire, quoi. De quoi? Les décrudire, en fait. Oui, voilà. Exactement, c'est ça, c'est décrudire. On n'a pas fait cette façon, on n'a pas utilisé cette façon de faire. Et ça s'est passé comme ça. Et puis, le truc, nous, qui nous a le plus plu dans cette expérience-là, c'est que, en fait, elle se nourrissait, ça lui faisait, on sentait qu'elle prenait, déjà, c'était très sensuel. C'est-à-dire qu'elle sentait ses aliments, elle les touchait, tu vois, elle les écrasait aussi des fois avec les mains, comme ça. Et à chaque fois qu'elle l'avait dans la bouche, elle faisait un bruit, tu sais, où c'était Ça lui a duré très très longtemps, hein, jusqu'à ce qu'il ait à peu près 3 ans. Elle continuait à faire ça quand elle mangeait. Donc c'était assez chouette. Et on n'a pas trop respecté non plus, tu sais. On savait par exemple que, vu que, enfin, tu sais, ils disent par exemple, il ne faut pas d'oléagineux avant tel mois parce que ça surcharge le foie. On ne s'est pas trop occupé de ça. Et en lâchant vraiment là-dessus, on s'est rendu compte qu'elle-même était vraiment attirée par des choses et pas du tout par d'autres, en fait. Donc, on a plutôt fait confiance. Ce qui a fait que moi, j'ai pu complètement lâcher et faire confiance au processus, c'est le fait que je savais qu'elle avait ce qu'il fallait dans le lait. Donc, du coup, j'étais inquiète de rien, en fait. Quand j'accompagnais des mamans pour la diversification, j'ai eu des mamans qui étaient apeurées parce qu'en fait, elles n'avaient pas l'allaitement à côté. Et du coup, elles avaient vraiment peur que l'enfant manque de quelque chose. Ouais. Mais nous, on n'a pas été confrontés à ça. Voilà. Donc, au début, ça a duré quand même pas mal de temps où, en fait, elle avait donc sa petite assiette. Elle mangeait en même temps que nous et puis elle goûtait des choses. Si elle était attirée par des choses qui pouvaient faire des petits morceaux, je continuais cette méthode-là, tu sais, où je mâchais et après, je lui donnais. Ouais. Et après, on a introduit, donc au début, c'était quasiment que des fruits. Et après, on a introduit les jus de légumes. Où là, on cachait, entre guillemets, des super aliments, comme l'eau de mer, comme du pollen, comme voilà, des choses comme ça. Donc le pollen, par exemple, tu le mets après, il se dissout dans le jus. Ouais, voilà. Tu mets le pollen après, ou tu mets un petit peu d'eau de mer. Ou tu vois, par exemple, moi, je faisais des jus verts avec de la pomme et puis des orties fraîches, des choses comme ça, en fait. Pour être sûr qu'elle... Voilà, et puis là où il a été... Des fois, c'était un peu délicat parce que tu vois, par exemple, il y avait des moments où elle mangeait beaucoup. Elle était capable de manger un seul aliment. C'est-à-dire, je pouvais lui proposer n'importe quoi d'autre. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. Ça pouvait durer une semaine entière. Et puis, il y avait des périodes où elle mangeait beaucoup moins. Et souvent, les périodes où elle mangeait beaucoup moins, ça précédait une fièvre ou, tu vois, une sortie de dents. Ou, voilà. Mais après, tu sais, c'était il y a 7 ans, donc je fais appel à ma mémoire, mais ma mémoire soit défaillante, mais je suis sûre que j'oublie plein de choses, en fait. Ouais. Non, mais c'est vachement riche. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment attendu qu'elle ait un certain âge? Donc, on parlait un petit peu des oléagineux tout à l'heure. Par exemple, moi, j'avais lu des trucs, alors je n'ai pas suivi, mais dans les quelques bouquins anglais, sans doute les mêmes qu'on a lus, j'avais lu, par exemple, il conseillait d'attendre un peu pour les agrumes. Bon, nous, il adorait ça, donc on lui a laissé, mais... qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, il y a le miel aussi, on dit d'attendre les 1 an. Alors, on pourra reparler des algues aussi, parce que j'ai pas du tout trouvé d'infos sur les algues, hormis la spiruline. Donc voilà, si tu peux nous dire, est-ce que tu as... Alors, moi, là où j'ai fait attention, c'est parce que... Alors, ça, toujours pareil, hein, c'est mon expérience. Un enfant qui naît de façon la plus physiologique possible, en fait, il naît avec l'héritage du papa et de la maman. Donc moi, j'étais très attentive en fait à voir quel était un peu l'héritage physio de Eric et quel était mon héritage physio. Moi, mon point faible, c'est le système nerveux et tout ce qui est surrénal et foie. Et Eric, il a plutôt tendance à avoir un organisme acidifié en fait. Ouais. Je sais pas, un naturopathe te le dirait mieux que moi, là, tu sais, les neuroarthritiques et je sais pas quoi, la pléthore, voilà. Bref. Et donc moi j'ai fait attention à ça et on est arrivé au point où là où on a fait vraiment attention, c'était par rapport à la surcharge du foie. Donc il était hors de question qu'elle prenne de la spiruline. Puis de toute façon on estimait qu'au début elle n'en avait pas besoin. Et le truc sur lequel on a été très très vigilant et je trouve qu'on ne communique pas assez dessus, c'est sur tout ce qui est chocolat et cacao. Ça c'est vraiment quelque chose et c'est pour ça que pendant très longtemps on a beaucoup substitué avec la caroube. Ouais. Et pas du tout avec le cacao qui est... en fait, tu mets à l'échelle d'un enfant, c'est l'équivalent d'une cocaïne pour son organisme. C'est très, très addictif. Et c'est surtout, c'est que ça
Enfin, c'est pas... Ouais, ça flingue tout ce qui est nerveux, ça le speed, quoi. Donc, c'est vraiment les aliments sur lesquels on a fait très attention. Après, tout ce qui était... on a préféré, tu vois, par exemple, plutôt que mettre de l'huile d'olive, à lui mettre des petits morceaux d'olive, tu vois, ou à mâcher de l'olive, on a essayé d'être le plus proche de l'aliment initial, en fait. C'est pareil, les laits végétaux, on a introduit ça, mais hyper tard. Mais c'était pas parce que on avait peur de réaction au niveau du corps, c'était plus déjà parce que nous, on en consomme très peu. On en consommait très peu. Et c'était plus par commodité. On préférait qu'elle reste sur des jus de légumes ou de l'eau plutôt qu'aller vers des laits végétaux, en fait. Ouais. Et puis peut-être lui donner en fait l'aliment entier plutôt que l'extrait de C'est ça. l'aliment, donc l'huile par exemple pour l'olive. Ouais. Ouais, je suis un peu sur cette thématique-là aussi. Ouais. Ouais, ouais. Nous, donc pour partager un petit peu mon expérience, ouais, nous on a commencé avec pareil des bananes, l'avocat, ça c'est incroyable. Je crois que c'est le seul fruit qui ne refuse pas. Il peut en manger ouais, tout le temps, tout le temps. Et puis donc nous c'était plutôt l'hiver, donc il a su sauter des oranges où en fait j'enlève juste avec l'économe la partie orange et puis je laisse la peau blanche pour qu'il puisse l'attraper. Donc, par exemple, voilà, les oranges, la mangue aussi, ça fonctionne très très bien. Pareil, je laisse la peau pour que ça lui fasse une façon d'attraper. Et puis en fait, nous, on lui a donné des... En fait, moi, je me faisais des jus de légumes et puis je lui faisais goûter mes jus à moi, donc parfois un peu fort. Je mettais juste pas du gingembre, du curcuma parce que ça peut être un peu excitant aussi. Donc, mais sinon, ouais, je lui faisais goûter tous mes jus. Et sinon, une astuce, ça peut être juste au début, quand on se fait un jus mélangé avec des légumes, on peut juste garder quelques cuillères à café du début du jus avec, si on extrait d'abord la carotte par exemple, et puis moi je lui donnais dans un petit shooter et puis il buvait ça tout content. J'ai quasiment pas eu de refus, c'est incroyable je trouve pour ça les bébés. Tu vois que tu proposes un jus de légumes à un adulte et qui va te faire une sale tête, c'est assez rigolo. Et oui, comme toi, j'essaye de pas forcément, tu sais, on dit beaucoup, par exemple, les huiles pour bébé ou des choses comme ça. Alors, nous, on lui met de temps en temps des toutes petites pincées de spiruline, mais c'est vraiment histoire d'eux. Et puis, je préfère lui moudre quelques graines de chia ou de lin pour les oméga 3 plutôt que de mettre des huiles qui me paraissent un petit peu plus complexes aussi du point de vue digestion, quoi. Mm. Et alors, un autre truc qu'on fait pas mal aussi, c'est les smoothies. On fonctionne bien avec on fait des petits smoothies de fruits hyper simples et puis on met ça dans un petit verre avec une paille en bois et comme ça il peut les attraper et les boire tout seul. Et ça il aime bien aussi, ça marche bien. Ouais, mais voilà, tu vois, les smoothies, nous, on l'a fait plus tard. Et pareil, là, ça me revient là, mais tu vois, par exemple, l'avocat aussi, on a fait super attention. En fait, moi, c'était vraiment, je faisais le focus peut-être un peu trop, tu vois, sur pas surcharger le foie et qu'il y ait des choses qui soient vraiment digestes. Après, je pense que, alors, ça, après, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai remarqué avec Zia, c'est que, en fait, si tu écoutes vraiment l'enfant sur ce qu'il demande, c'est vrai que lui, il va être très, très attiré par des fruits aqueux, très sucrés, voilà, très bons. Et que, ben voilà, entre guillemets, compenser cette acidité que peut provoquer les fruits avec des jus de légumes verts ou pas verts, d'ailleurs, de racines, ce serait à refaire, je le referai, tu vois, je le referai comme ça. C'est-à-dire une partie vraiment DME où elle gère tout et une partie où moi, je lui donne entre-temps des jus, en fait. Mais les smoothies, moi, je me souviens, c'est venu bien plus tard. Ouais, vraiment plus tard, en fait. Smoothie, pour nous, c'était, tu vois, le truc pratique quand, par exemple, elle était gardée ou quand on était hors de la maison, en fait. Mais on l'avait pas inséré dans son alimentation. Pourtant, tu vois, le smoothie, c'est bien pour planquer des choses dedans. Enfin, ce que j'appelle planquer. Voilà. Et ce que je trouve pas mal aussi et qu'il faut rappeler, c'est que ça permet de lui mettre de l'eau dans sa alimentation parce que on introduit plein de fibres tout d'un coup et en fait pour le transit, on pourra reparler un petit peu du transit après, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, ça permet aussi qu'ils boivent de l'eau sans s'en rendre compte. Moi, quand je lui fais parfois des petites purées, je mets toujours quelques gouttes d'eau pour que ce soit un petit peu liquéfié et qu'il n'y ait pas que du fruit tout seul, de la fibre en fait.
Mais du coup, ouais, c'est super intéressant. Ça, c'est un bon truc aussi qu'on peut conseiller pour ceux qui souhaitent tester. C'est plutôt voilà, de manger les fruits et de boire les légumes en jus, voilà, plutôt que de s'embêter. Euh, Moi, on me dit souvent, mais pourquoi tu ne fais pas des purées de légumes? Voilà, le truc hyper standard. Mais en fait, bah, je lui fais des jus de légumes et ça fonctionne très bien. Et en fait, il mange frais et j'ai pas besoin de lui faire des purées à l'avance que je vais faire cuire, congeler, machin, et pour les ressortir quand il voudra les manger. Donc, les jus de légumes, ouais, c'est top. Il a sa ration. Ça fonctionne Si bien. tu vois, si je fais un comparatif avec donc mes premières filles où j'ai vraiment fait de façon traditionnelle, avec tu vois, ces petits pots, tu as marqué 3 mois, 6 mois, à partir de 4 mois, à partir de 9 mois. La grosse différence que je vois quand même, c'est que en fait, si on est sincère et honnête, quand tu ouvres ces petits pots, qui a envie d'en manger? Bah, c'est ça. À part ton chat ou ton chien. Je suis un peu raide, hein, mais c'est vrai en fait. Une assiette de fruits pour un enfant, c'est, tu vois, ce côté sensuel. Et même un jus de légumes, comme tu dis, pour moi, quand j'ai vraiment besoin de m'hydrater, je m'hydrate plus avec un jus de légumes qu'un verre d'eau, par exemple. C'est clair. Et tu vois, je fais un peu le parallèle. Pour moi, c'est offrir à son enfant une alimentation vivante à la naissance et à la diversification. C'est un peu comme quand tu donnes l'opportunité à un enfant de parler deux langues différentes. Tu vois, ça va lui faire une ouverture au niveau... parce que quand tu fais une alimentation traditionnelle, et j'ai rien contre l'alimentation traditionnelle, hein, moi, mes filles sont pas au cru, mais de grande. Hein. C'est pas la question, elle n'est pas là. Mais c'est que, tu vois, tu vas voir, tu as 4 saveurs, c'est salé, sucré, amer et je sais plus quoi, là. Épicé, on va dire. Et alors qu'en fait, quand tu passes en alimentation vivante et quand l'enfant il passe de l'allaitement à une alimentation vivante, ça va être un panel qui est tellement immense que je trouve que c'est tellement plus engageant, tu vois, au niveau de l'odorat, du toucher, tout ça, qu'il y a tout intérêt à pratiquer comme ça et voilà, à faire brut les fruits et puis des jus de légumes et puis d'avancer avec ça et de voir comment ça évolue aussi avec l'allaitement, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, je te remercie de partager ça, c'est super intéressant. Mais oui, oui, ouais, manger ses fruits, boire les jus et boire ses légumes, pardon. Et ouais, c'est top. Non, non, c'est super intéressant. Et voilà. Et oui, je me demandais du coup, ouais, le miel, vous avez attendu les 1 an ou vous avez testé plus tôt? Je crois que le miel, c'est pareil, on l'a testé tard, mais pas parce qu'on était contre, c'est parce que je crois qu'elle n'était pas tirée par. Tu vois, c'est en pareil, c'était la dernière fois, on parlait de la lactofermentation. Ouais, Et j'ai souvenir qu'on lui avait proposé de la choucroute, mais qu'elle en voulait pas. ouais. Tu vois. Et en fait, si tu regardes bien, oui, la choucroute, elle est bien pour le microbiote, mais en même temps, c'est hyper acidifiant pour les enfants. Et je pense que tu vois, d'instinct, Mm, elle savait pourquoi elle en voulait pas, quoi. ouais. Et c'est ça qui est super intéressant, ce sur quoi ouais, je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en fait, bah, l'enfant, il a son instinct et il va manger ce dont il a besoin. Et du coup, il va manger avec plaisir ce dont il a besoin. Alors Mm. que quand on veut lui faire la diversification très standard avec les purées de légumes, en fait, bah, souvent, ça coince. Enfin, le nombre d'histoires de parents qui essayent de faire manger leur enfant, ça marche pas. Et toutes les stratégies, les stratagèmes Il y a des fusions compliqués pour voilà, dans c'est la ça. poussette. Ouvrir la bouche, vas-y, mange et tout. Bah non, en fait, quand il mange ce qui lui fait plaisir, il n'y a pas de souci, pas de galère, quoi. Et ça, c'est génial aussi. Ça fait du bien de ne pas se battre aussi avec son bout de chou. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter si tu avais fait une diversification tout végétal ou pas? Oui. Alors, tout végétal, non. Si tu mets le pollen, c'est pas végétal, c'est Ouais. en étatillon, tu vois. Mhm. Mais tout végétal, oui. Alors, nous, à la base, on est végétarien, donc c'est pas de poisson, pas de viande. Ouais. Ça, c'est des trucs, je dis on est végétarien parce que c'est vraiment quelque chose qu'on consomme jamais. Moi, ça m'arrive, on a des poules à la maison, donc ça m'arrive de manger des œufs. Mm. Donc tout végétal, je me souviens, vers les 1 an, on avait introduit des fois des jaunes d'œufs crus. Après, au niveau... ouais, non, après, c'est tout. Les fromages, elle a goûté ça très, très tard. En fait, le truc, c'est que nous, il y a eu jusqu'à 3 ans quasiment, à peu près jusqu'à ce qu'elle aille en collectivité, on a pu, entre guillemets, contrôler ce qu'on lui donnait. Après, c'était un peu plus délicat
puisque elle est allée entre guillemets dans le monde. Ce soit, bon, elle allait pas à la cantine, mais tu vois, il y avait quand même cette histoire de goûter. Et puis moi, j'ai mes filles. À la maison, ça se passe, si tu veux, c'est que tu as la table qui est en crue à midi, puisqu'on est que tous les trois, et le repas du soir, c'est cru avec toujours un légume vapeur ou une céréale genre millet, quinoa et tout ça. Donc, je me voyais pas, en fait, lui interdire, et ça m'intéresse pas d'avoir, entre guillemets, un enfant pur. Ouais. La démarche est vraiment, tu vois, c'était d'essayer de lui apporter le meilleur, ce que moi, je pensais qui était le meilleur et qui lui correspondait, puisqu'elle était resplendissante de santé, tu vois. Et après, mais je crois que j'ai pas répondu à ta question. C'est quoi la question? Est-ce qu'elle mangeait tout végétal? Mais oui, en fait. Ah oui, voilà. Donc en fait, oui, tout végétal, oui, parce qu'on est végétarien et végétalien pour Eric, si tu veux, et que le plus longtemps possible, on a fait comme ça. Si après, on est avec de la famille ou quelque part, on partage un pique-nique et puis que des amis amènent, ça va pas partir en guerre ou quoi que ce soit, tu vois, on va partager ce qui est là, quoi, sauf la viande et le poisson. Mais encore une fois, tu vois, elle a 7 ans et régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est 2 fois par an, elle est confrontée à est-ce que tu veux manger du poisson ou de la viande, et à vraiment lui faire comprendre que c'est elle qui décide, en fait. Si elle a envie d'en manger, oui. Si elle n'a pas envie, non, en fait. Donc là, pour l'instant, c'est non. Et pour l'instant, on arrive à garder majoritairement cru. Et encore une fois, ça dépend des périodes. Tu vois. Mais après, c'est rigolo parce que tu te dis que, tu vois, par exemple, on est allé en voyage l'été dernier en Italie. En Italie, on est allé dans une trattoria. Elle a commandé des pâtes. Mais genre, c'était le plus beau jour de sa vie, quoi. Et c'est marrant parce que tu te dis, bah oui, des pâtes, en fait, t'as les enfants, ils en mangent 4 fois par semaine, et si ça se trouve, ils en ont marre des pâtes. Mais en fait, voilà, c'était le... Voilà. Mais on essaye au maximum. On sait qu'on a une alimentation qui est clivante. On sait que ça... Mais en même temps, on lui laisse une porte ouverte. Et pareil pour mes filles. Mes filles, elles m'ont connue mangeant de tout. Elles m'ont vu passer à l'alimentation vivante. Du jour au lendemain, à la maison, il n'y avait plus de jambon, plus de viande, plus de poisson. Et j'ai posé dès le départ, c'est vous en mangerez à la cantine, mais à la maison, il n'y en aura plus. Tout simplement parce que je ne supportais plus l'odeur. Et en fait, on a essayé de voir entre mes limites à moi, la façon dont elle le vivait, tu vois. En fait, pour moi, c'est le truc, le principal, c'est d'exprimer, en fait. Ce qui est difficile, c'est... On en connaît aussi des témoignages d'enfants qui cachent, par exemple, des gâteaux, ou qui, tu vois, des adolescents qui vont faire cuire en cachette de leurs parents. Enfin, je trouve ça triste d'en arriver là. Et pour pas que ça arrive, je pense que voilà, c'est communiquer, quoi. Pas de dogmatisme familial, ici, il n'y a pas de voilà. ça. Mais en même temps, c'est pas facile parce que ça veut dire, tu vois, que par exemple, ton enfant qui va à un anniversaire et qui est tout content parce qu'il revient avec une poche de bonbons, moi, qu'est-ce que je vois dans les bonbons? Je vois tous les œufs qui défilent, je vois la graisse de porc, je vois ces machins, et je me suis dit, tu vois, qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que moi, je me mets en barrière et je me dis, non, t'en mangeras pas? Ou est-ce que je dis, écoute, à la limite, c'est ton expérience, et puis il faut mieux que t'en manges un petit peu de temps en temps maintenant, plutôt qu'à 17 ans, tu te retrouves à te défoncer le bide dans tous les fast-food qui passent parce que tu n'y as pas eu droit quand tu étais petite, tu vois. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est compliqué. Pour moi, voilà, la difficulté, quelque part, elle est là, en fait. Ouais, l'équilibre. C'est ça. C'est jusqu'où tu lui transmets ta vérité, qui ne reste que ta vérité, et jusqu'où tu t'appropries l'expérience de ton enfant, c'est quand même son corps, et en même temps te dire, la plupart des gens, soyons honnêtes, la plupart des gens qui pensent, qui s'éduquent, qui réfléchissent à leur alimentation, c'est des gens qui ont dû faire les frais d'une mauvaise alimentation. Donc, tu peux jamais remplacer la leçon par l'expérience. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, elle se fasse une bonne crise de foie, tu vois, et que après, elle n'y retouchera plus? C'est jongler avec tout ça. Moi, je trouve que c'est plus difficile, tu vois, à ce niveau-là, que vraiment diversifier un enfant et le nourrir en végétal. Le nourrir en végétal, maintenant, c'est facile, en fait. Tu as des infos, tu as des ressources, tu as des communautés, tu peux partager avec des gens. Par contre, toi, ta position de parent, elle est plus délicate. Ouais.
c'est clair. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les œufs. Est-ce que tu as un ou deux tips à donner parce que moi aussi je lui donne de temps en temps des œufs. Comment tu fais pour donner du blanc, du jaune d'œuf en DME? Alors en DME, je sais pas, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait en DME, je veux dire quand il mange tout seul, hein. Ouais, Quand tu as été un peu plus grande, nous c'était avec les spaghettis de courgettes. d'accord, ok. Tu vois, Ouais, super c'était sur les intéressant. spaghettis de courgettes, on mettait. Après, il y a DME intégriste, c'est-à-dire où tu as que des petits morceaux, et puis tu as, tu sais, la DME plus coolos, où en fait, tu donnes des petits morceaux, et puis de temps en temps, tu fais une tapenade, ou tu fais une Oui, petite purée. Et moi, ça, oui, je me souviens, Eric, avoir fait des purées de patates douces crues avec un jaune d'œuf dedans. ouais, d'accord. Et je pense à autre chose aussi, les olives, tu arrives à en trouver sans sel? Mais c'est les nôtres, c'est celles qu'on fait nous. D'accord, donc vous avez des olives sans sel là-bas. Ouais. D'accord, Alors, c'est génial. je sais pas, tu sais, on avait parlé un petit peu en off, si je pouvais donner un petit peu des endroits de ressources où qu'on parle un petit peu de livres. Oui, bien sûr. Si tu veux, les produits les moins transformés que je connaisse et qu'on retrouve, c'est Jurassic Fruit, Mm, où en fait, c'est pas juste on dit publiquement qu'on fait du brut, mais ils le font vraiment. ouais. Et oui, eux, je sais qu'ils ont des olives, ils ont plein de trucs qui sont vraiment bruts de chez brut. Et c'est intéressant aussi de voir, euh, si tu veux vraiment étaler le panel, tu vois, et goûter des fruits que tu n'as jamais goûté, c'est de passer par eux, parce que ça, c'est une super découverte pour toute la famille, en fait. Mm, Avant, quand tu étais dans une alimentation tradie, tu vois, par exemple, à Noël, tu vas manger du foie gras. Puis pourquoi pas à Noël, tu vois, te commander un panier avec des fruits complètement hyper exotiques, hallucinants, et les faire déguster à tout le monde, quoi. ouais, exactement. On avait parlé aussi de... Toi, tu as écrit ou tu as dirigé, je crois, un livre sur l'alimentation pour les enfants. Mm. Et puis, tu me parlais aussi du livre de Marion. Alors, je sais Ouais, pas dire son nom de famille, mais Eberschreller. voilà. Ça, c'était ces petits livres-là qui nous ont pas mal aidés. Donc, tu as le régime d'abondance, qui n'est pas spécialisé que pour les enfants, mais qui est vraiment quelque chose pour la famille, en fait. Il y a Ouais, celui-ci qui est génial, qui s'appelle Goûter sain pour petits héros, super. ce qui est vachement bien. J'ai pas celui dont tu parles, La cuisine des enfants. Donc, c'est un ouvrage, en fait, que tu trouves sur Biovie, où, en fait, c'était un collectif de 10 parents C'est ça, ouais. qui proposait desserts ou plats, en fait. Et qui est pratique parce qu'en fait, il est sous forme de lutrin, donc tu peux le laisser dans la cuisine. Parce que la démarche, c'est que nous, on s'est rendu compte que les enfants qui aimaient aussi rester dans l'alimentation vivante, c'est ceux qui avaient la possibilité de cuisiner avec les parents, Mm, de participer vraiment, tu vois, à ce qu'ils avaient dans l'assiette. Et c'était parti de cette optique-là, en fait, de voir qu'est-ce que ces parents avec leurs enfants cuisinaient pour le quotidien, pour les anniversaires. Donc c'était assez chouette. Et là, récemment, tout récemment, il est tout chaud démoulé. Il est sorti il y a 15 jours, donc c'est mes semaines toutes crues, où là, c'est vraiment du cru au quotidien familial. Donc pas pour la DME, ouais. mais par contre, oui, pour manger en famille, et, des recettes simples à faire, rapides, avec très peu d'ingrédients qui se trouvent partout et de saison. Ouais, c'est un peu les ressources que je peux proposer, sans compter voilà, tous les blogs, tous les sites que tu as qui proposent maintenant plein de recettes, en fait. Oui, c'est sûr. Mais je trouve qu'encore aujourd'hui, pour tout ce qui est diversification bébé, c'est vachement dur de trouver des infos, hein. On rame un peu, hein. Ouais, j'ai une amie là qui va sortir sûrement un livre à la fin de l'année qui va être vraiment orienté de diversification. Super. Moi, je pense que c'est dommage et en même temps, c'est une bonne chose parce que s'il y a bien une alimentation qui est Je vois où tu veux en personnalisée, venir. de quoi? Je vois où tu veux en venir, ouais. S'il y a bien une alimentation, alors s'il y a bien un moment dans sa vie où on doute de soi, c'est quand on devient maman, Ouais. où on ne se fait pas suffisamment confiance et on a tendance un peu à déléguer notre instinct à l'extérieur. Mm. Donc, s'il y avait des livres qui expliquaient que tel âge à tel âge, il faut donner ci, il faut donner ça, et tu vois, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait un vide à ce niveau-là parce que ça nous oblige, nous, les mamans, à être créatives et à être attentives et à voilà, être intuitives là-dessus, quoi. Pour éviter de tomber dans des dogmes. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des algues? Est-ce que tu te souviens un peu comment tu les as introduits, à quel âge?
Je crois que c'est le premier aliment transformé qu'on a introduit avec Zia, c'est le tartare d'algues. Ok. Et pareil, parce qu'un jour, en fait, elle était en train de manger avec nous et on l'a vue, tu vois, se lever de sa chaise haute et plonger le poing comme ça dans le pot et revenir et, tu vois, manger. Donc, on a attendu de voir ce que ça donnait au niveau digestion. Parce que, voilà, tu disais, tu vois, des aliments, j'ai fait attention à ne pas introduire trop tôt. Il y avait l'oignon et l'ail. Et du coup, ben, voilà, on ne savait pas trop par rapport à l'oignon. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que l'oignon, chez les enfants, c'est hyper détoxifiant. Et on n'avait pas envie de se retrouver Zia avec, tu vois, les yeux comme ça et le nez qui coule. Et en fait, c'est le premier qu'on a introduit, transformé. Et alors, elle mangeait à la cuillère. Elle pouvait se faire un repas de tartare d'algues, quoi. Donc ça, on l'a introduit de façon assez simple. Après, quand moi, à un moment donné, j'animais des ateliers d'alimentation vivante avec des parents. Et c'était rigolo de voir, en fait, donc on préparait le tartare d'algues, qui pour moi est l'aliment de base, que ce soit avec des algues fraîches ou des algues en paillettes. Si tu veux être sûr d'apporter des nutriments à ton corps, c'est vraiment l'aliment de base. Donc, tu vois, on en fait pendant une après-midi 3 kilos, puis après on congèle et on a notre stock pour le mois. Et en fait, quand on apprenait donc aux parents à faire le tartare d'algues, et ce qui était marrant, c'était de voir en fait les parents qui disaient « Ah non, mais je pense qu'il ne va pas aimer ». Et en fait, tu avais les enfants, ils se jetaient dessus. Voilà. Tu vois, c'était rigolo quoi, de les voir se jeter sur des algues. Et puis, tu vois, ils adoraient ça, quoi. Super. Donc oui, moi, je pense que l'algue, tu peux l'introduire. Alors, la spiruline, non, parce que c'est quand même très, très concentré. La chlorelle non plus, aucun intérêt pour un enfant. Enfin, pour un bébé. Mais en tout cas, oui, les algues, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication particulière à faire manger des algues à un enfant, quoi. Surtout s'il aime ça, tu vois. Ouais. Et tu te souviens pas à quel âge elle avait mis la main dans le pot? Je peux te dire que c'était avant qu'elle marche, donc c'était avant 11 mois. Ouais. Et c'était après un certain voyage, donc c'était entre 8 mois et 11 mois. Ok, ouais, mais c'est bien que ça aide au moins. C'était assez tôt, quoi. Ouais, parce que c'est pareil, j'avais fait des recherches là-dessus, j'avais pas trouvé grand-chose. Et par contre, la spiruline, ouais, j'avais fait des recherches chez d'autres parents, plein de parents qui donnent, c'est des toutes petites quantités, hein, mais de spiruline À au l'enfant. bébé. Ouais. C'est vrai que Et tu sais, tout à l'heure, on parlait des laits végétaux. Maintenant, ça me revient pourquoi on les avait pas introduits. Parce que quand j'avais envie de faire des purées, en fait, je le faisais avec mon lait. Ouais, tout simplement. Parce que je me disais, quitte à utiliser un lait, tu vois, autant que ce soit le mien. Et vu que j'en avais beaucoup, c'était facile de faire des petites purées avec le lait. Et pas avec du lait d'amande ou du lait, tu vois. C'est sûr. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est d'autant meilleur en plus, ça, pour elle, voilà, le bébé. Et donc, tu as parlé un petit peu des fermentations, choucroute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, si elle a commencé à donner un intérêt à ça, à quel âge? Bien tard. Hein. Ouais. Ouais, très tard. Et même, tu vois, pourtant, elle adore les faire avec moi. Ouais. Elle adore quand on fait, voilà, quand c'est le moment où on fait les lactos et tout ça, elle aime beaucoup. Mais vraiment, manger de la lacto, c'est venu bien tard. Et puis, j'ai remarqué que l'hiver, oui. L'été, même pas, ça l'intéresse pas du tout, quoi. Mais quand je dis bien tard, ouais, c'était bien après 2 ans. D'accord, ouais. Avant, c'était pas... Et c'est pas l'acidité, parce que quand, tu vois, comme toi, comme tu disais, elle croquait comme ça du citron, elle croquait de l'orange. Donc, ça venait pas de là. Mais non, c'était pas un truc qui l'attirait, en fait. Ok. On parlait un petit peu tout à l'heure en off des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Est-ce que tu as donné des compléments alimentaires à ta fille, Zia? Eh bien, j'avoue, non. Rien du tout. Et même pas de B12. Et même encore aujourd'hui, elle n'a pas de B12. Par contre, on avait fait, alors sur la chaîne YouTube de BioVie, on avait fait une super interview de Eric Darche qui explique en fait justement quand on fait diversification et quand un enfant grandit avec une alimentation végétalienne ou végétarienne, lui conseille des vitamines. Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, le souci, enfin j'ai 2 problèmes avec les compléments alimentaires. Le premier, c'est qu'en fait, je ne crois pas du tout qu'un produit soit fait pour une chose. Je pense que tu inondes ton corps de nutriments et que lui, après, se sert.
Et c'est pas parce que tu as une carence en fer que c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas parce que tu as une carence en fer que c'est le fer qui te manque. Ouais. C'est peut-être que tu as suffisamment de fer, mais que tu ne sais pas t'en servir. Enfin, ton corps ne sait pas s'en servir, qu'il ne sait pas l'assimiler. Et c'est peut-être pas du fer qu'il faut lui rajouter, mais c'est peut-être du magnésium ou de la vitamine C. Il y a plein de témoignages de personnes qui sont sorties de carences en fer en consommant énormément de vitamine C. Donc, pour moi, si tu veux, c'est vraiment délicat. Tu vois, enfin, ok, quand je suis un peu nerveuse, je vais me faire ma tisane de camomille ou je vais me prendre mes huiles essentielles de camomille, mais je ne pense pas je pense pas qu'un produit soit pour un truc, en fait. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça nous échappe. Ouais. Ah, j'ai un écho là d'un coup. Non, ça va? Ouais, c'est bon. Et par contre, ce que je suis sûre, c'est que si tu donnes un maximum de nutriments, si tu donnes si tu te nourris plutôt que manger, c'est-à-dire si tu évites les calories vides, tu vois, tous les trucs hyper transformés qui font juste que tu as le ventre plein, mais ton organisme il peut pas prendre, ben, tu n'as pas forcément besoin de compléments alimentaires, et d'autant plus si tu fais attention à rester en mouvement. Parce que l'avantage du mouvement, c'est qu'effectivement, tu fais circuler ta lymphe, tu as toute une alchimie qui se passe au niveau du corps, la circulation du sang, l'oxygénation et tout ça, mais il y a surtout ce côté oxygénation de la cellule. C'est-à-dire qu'en même temps que tu bouges, tu respires en fait. Donc, complément, moi, c'est pas mon truc. Il y a eu des fois où moi aussi, j'ai fait 2 burn-out où on m'a donné... on m'a remonté entre guillemets entre vitamine B, où j'ai bien sagement pris mes compléments alimentaires, et effectivement je suis sortie de l'épuisement, il n'y avait aucun problème, mais j'ai pas fait que ça en fait. Ouais. Ouais, après, je conçois tout à fait que des enfants ou des adultes aient besoin de ça. J'ai pas de, oui, je pense que c'est vrai. Je pense que tu peux faire un test où pendant 2 mois tu prends un complément et puis pendant 2 mois tu le prends pas, et tu verras forcément un changement. Mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple des ongles et des cheveux. Pour moi, tous les compléments pour les cheveux, ils peuvent peut-être te donner une apparence que ton cheveu va mieux, mais est-ce qu'il va vraiment mieux? J'en sais rien en fait. Si la chute de cheveux s'arrête, oui, mais je pense pas que ce soit un complément pour les cheveux qui fasse ça. Je pense que des cheveux qui tombent, par exemple, c'est peut-être que tu as un terrain trop acide, donc il faut le basifier. Tu vois, peut-être que... pour moi, c'est autre chose qui se joue. Et c'est quelque chose qui est au cas par cas. Ouais, bien sûr. D'où l'intérêt d'un naturopathe, en fait. C'est sûr. La place du naturopathe est vraiment à cet endroit-là. C'est voir quel est ton rythme de vie, quel est ton âge, quelle est ton histoire, quelles ont été tes maladies, quel est ton terrain et tout ça. Et te donner à ce moment-là un plan de santé qui va correspondre à tes besoins, en fait. Et en parlant de vitamine D, vous en avez donné aussi ou pas? Non. Non plus. Ouais. Ah non, mais on est mauvais élèves, on n'a rien donné. Je suis là, je plaide coupable. Moi aussi, j'en donnais pas. En fait, j'en prenais un peu pour moi en me disant ça va passer dans le lait, parce que j'avais vu une étude sur sur le site sur l'allaitement, l'association mondiale de l'allaitement. Ah oui, c'est la Laity League. Ouais, merci. Ouais, ça, qui disait qu'en fait, si tu en prenais des bonnes doses, ça passait dans le lait. Donc voilà. Et puis bon, je me suis fait un peu taper sur les doigts par la pédiatre. Donc j'en mets de temps en temps. Mais bon. Mais si tu veux, nous, à partir du moment où, si tu vois, je crois qu'à un moment donné, on avait donné de la vitamine B12 parce qu'on revenait d'un salon vegan et que les gens de l'association nous avaient fait tester de la B12. Mais sinon, c'est vraiment pas un truc. Mais par contre, voilà, on consomme de l'eau de mer, on consomme du pollen, on prend avec Eric de la clamate, il y a des algues et des graines germées tous les jours à table. Voilà, mais encore une fois, c'est facile pour moi de dire ça parce qu'on n'a jamais été confronté à quoi que ce soit. Elle a eu une belle croissance, elle n'a pas eu de carence de quoi que ce soit, elle n'a pas eu de. Moi, tu vois, je fais des analyses. Par contre, voilà, là où je fais attention, je fais des analyses de sang au moins minimum 1 fois par an. Et ma fille, donc la deuxième, quand elle a eu 12 ans, m'a dit: maman, je veux devenir végétarienne. Contrairement à ce qu'on peut croire, je me réjouissais pas tant que ça. Ça me faisait plus flipper qu'autre chose. Donc en fait, tout de suite, je l'ai amenée chez une naturopathe en qui j'ai super confiance et qui a regardé avec elle, tu vois, comment ça pouvait se passer, ses points forts, ses points faibles. Voilà. Okay. Mais moi, je suis très mauvaise élève sur les compléments alimentaires. Vraiment, là-dessus.
Je comprends, moi c'est pareil. Après, il y a des super aliments, oui, que j'adore. Du Mm. Pianto, j'adore ça. Enfin, et puis même, je trouve que pour la famille, c'est juste génial, tu vois. Mais voilà. Super. Oui, et du coup, entre les lignes, tu le disais un peu, tu me confirmes que du coup, niveau santé, niveau vitalité, c'était plutôt au top hein, avec cette Ouais. diversification-là. Tu as vu une différence aussi avec tes premières filles? Si je peux me confier vraiment, c'est qu'il y a trop de vitalité des fois. Des fois, je me dis, je sais pas si ça vient d'une alimentation dominante ou si ça vient du fait que maintenant, là, j'ai 40 ans passés et que moi, tu vois, je n'arrive pas à suivre des fois. Non, et pour moi, c'est un mystère. Tu vois, un enfant où le matin, il fait du ski, l'après-midi, on va à la piscine et le soir, il est encore en train de sauter sur le canapé. Je me dis, attends, et qu'il n'est pas hyperactif parce que c'est pas un trouble, c'est que voilà, c'est juste, elle a de l'énergie, elle a besoin de la dépenser et que. Ouais, non, au niveau vitalité, je confirme que ça va bien. Ça va bien. Au niveau santé, je vois pas la maladie comme quelque chose de dangereux. Toute raison gardée, hein, comme on dit. Moi, les fois où elle a fait des grosses fièvres, c'était je me couchais avec elle et puis c'était lait à volonté jusqu'à ce qu'elle ait 3 ans, en fait. Et j'ai pas fait n'importe quoi. Et je suis allée chez... Elle n'a pas eu de grosses maladies, si tu veux. Donc, elle n'a pas eu besoin, elle n'a pas subi des interventions chirurgicales, elle n'a pas, tu vois, et ça arrive à des enfants. Ouais. Les parents peuvent avoir, entre guillemets, les meilleures volontés du monde, et puis tu as des choses de la vie qui font que bah, l'enfant, il n'y a pas le choix, quoi. Mais moi, enfin, c'est un truc un peu de grand-mère, tu vois. Moi, à partir du moment où l'enfant, il rigole, il fait des bêtises, et puis il dort la nuit, c'est qu'il va bien, quoi. Il y aurait des troubles de sommeil, des troubles digestifs, des choses comme ça, je dis pas, mais... Par contre, voilà, c'est quelque chose que je fais très attention au sel. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que, oui, si je sens qu'elle est un petit peu fatiguée ou quoi que ce soit, alors j'ai pu surveiller ça, en fait. Qu'elle soit pas constipée, que vous regardez un petit peu les selles, comment elles sont. Régulièrement, c'est pas purger le terme, c'est quand il y a des parasites, là. Oui, oui bah, des parasités ou... Voilà. Ouais. Donc là, moi, j'ai essayé plein de trucs. Le seul truc qui marche, qui est hyper efficace, enfin, il y a 2 trucs qui marchent, qui sont hyper efficaces. Le premier, c'est les grains de papaye. Ok. À la cuillère. Alors ça, c'est radical contre... Enfin, voilà, vermifugé, cherchez le mot. Vermifugé. Et après, l'autre truc qui... Hein? Les grains de papaye, tu les mous? Pas forcément, comme il veut. D'accord. Des fois, elle aime bien les croquer comme ça. Tu sais, ça a un goût poivré, en fait. Ouais. Soit, tu vois, ben, je les mixe, en fait. Ouais. Mais il y a ça qui marche bien. Et l'autre truc qui marche bien, c'est carottes râpées avec graines de courge et une goutte d'huile essentielle de cannelle. D'accord. Et ça, tu le donnes sous quelle forme? Ben ça, c'est, tu vois, par exemple, on va faire pendant 2 jours, on va manger que ça au début des repas. Ok. Une espèce de purée, par exemple Ouais, enfin là, c'est carottes râpées. Oui, carottes râpées. Ouais, tu vois, carottes râpées, mais sinon, oui, ça peut être aussi sous forme de purée. Et pour moi, c'est les 2 trucs qui fonctionnent super bien. D'accord. Okay. Voilà. Mais après, nous, on a beaucoup de chance, elle n'a pas de... Ouais. Mais oui, par contre, oui, c'est un point que je trouve aussi hyper important, c'est d'observer les selles du bébé. Pour moi, c'est un peu le truc qui dit aussi là ça va pas. On parlait tout à l'heure de l'eau, est-ce qu'il boit assez d'eau ou pas? Est-ce que les selles sont difficiles ou pas? Est-ce qu'elles sont trop liquides ou trop dures? C'est hyper important pour justement doser ce qu'on lui donne et c'est un truc à observer en fait. Pas chez les bébés, chez nous aussi, c'est hyper important. Hein, on n'a pas envie. La peau aussi, hein. Ouais, bien sûr. La peau aussi, tu vois, parce que en fait, c'est pas anodin une diversification commencer par des fruits, ça détoxine en fait. Donc, si ton enfant il fait de l'eczéma, du psoriasis, des choses comme ça, bah, faut pas s'inquiéter, mais il faut en tenir compte. Moi, je sais que Zia, tu vois, mes 3 enfants, c'est celle qui a fait le plus de croûtes de lait. Je me suis pas inquiétée. Je me suis dit, bon, mais voilà, c'est que ça sort, c'est pas. C'était vraiment pas esthétique, mais c'était pas gênant, quoi. Super, merci. Est-ce que on a des questions-réponses? Alors, on a un petit délai de latence. Dites-nous si vous avez des questions. On va se laisser encore quelques minutes pour échanger encore ensemble. Je les vois pas mal, questions. Ouais. C'est normal, ok, d'accord. Si j'en vois qui apparaissent.
Alors, entre-temps, il y a une Nathalie aussi qui nous a rejoint. Ah, mais c'est pas Antoine, c'est Éléonore. Donc, écrivez-nous dans le chat vos questions. S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, des questions que vous avez qui sont plus précises. En attendant, ouais, je te remercie aussi de parler de la caroube. Moi, c'est un truc contre lequel je me bats depuis longtemps parce que moi, j'ai moi-même une sensibilité. C'est-à-dire que si je mange un carré de chocolat de trop, donc c'est-à-dire en fait deux, plus que un, tout simplement, en fin de journée après 16 heures, je vais faire une insomnie la nuit. Je suis hyper sensible aux excitants du cacao. Et j'essaye de mettre de la caroube partout dans tous les desserts auxquels je peux penser, quoi. Ouais, moi, c'est la caroube. Et l'autre truc, tu vois, c'est quand j'ai commencé à manger vivant, les livres que je trouvais étaient très, très chargés en oléagineux et notamment en noix de cajou. Et à un moment donné, on a recoupé l'info en se rendant compte qu'il n'y avait pas de noix de cajou crues. Les seuls qui vendaient des noix de cajou crues à l'époque, c'était Orcos. Ouais. Et elles étaient chères, mais normales, parce qu'une noix de cajou crue, ça ne demande pas du tout le même conditionnement qu'une noix de cajou hyper cuite. Et en fait, quand tu analyses la noix de cajou, alors là, c'est vraiment pas bon pour la santé, entre guillemets, hein, je parle. Et c'est vrai que nous, c'est les deux trucs sur lesquels on a été super vigilants de pas trop utiliser. Et je fais très attention, tu vois, dans mes recettes. C'est pour ça que très souvent, je substitue la cajou par le souchet, qui pour moi reste l'aliment, mais génial pour les bébés. Et pour les enfants, tu vois, super allergiques. Tu as des enfants qui ont vraiment pas de chance, hein. Ils sont allergiques à la caséine, donc tout ce qui est dans le lait et le fromage, et allergiques aux oléagineux. Alors là, pour les diversifier, vas-y, quoi. Ouais. Ben, le souchet, pour moi, c'est la solution, en fait. C'est l'un des seuls qui est complètement accepté par des enfants qui ont des intestins hyper irrités. Ouais, le souchet, c'est génial pour faire des laits végétaux en farine, par exemple. Des fonds de tarte, tu vois, des cookies crus, enfin, tu peux faire énormément de choses avec. C'est clair. Ouais. Alors, j'ai une question d'Audrey. Que pensez-vous du gluten pour les enfants? Alors, professeur Aurélie, vous direz qu'en fait, le problème n'est pas le gluten, mais la gliadine. Ouais. Est-ce que c'est un problème? Oui et non. Si tu veux manger cru, c'est un problème, puisque le gluten, tu ne le trouves que dans des aliments qui sont cuits et transformés. Si tu veux blé germé, tu n'auras pas de gluten. Voilà. La gliadine, en fait, n'a jamais été un problème avant qu'on fasse du blé transformé par les OGM. Voilà, en gros. Donc, si tu prends du blé ancien, le gluten, il va passer crème. Le seul endroit où on peut trouver du gluten, c'est quand on fait du pain essénien. Donc, tu peux en trouver dans l'orge, tu peux en trouver... Mais ça, tu peux le faire... Déjà, tu n'es pas obligé d'en manger tout le temps. Ça reste une colle, mais comme l'agar-agar, de toute façon. Est-ce qu'il est diabolisé? Non, parce que les personnes qui ont des maladies je ne sais plus comment dire, cœliaques. Oui, cœliaque. Ouais. Cœliaque, ben, c'est un vrai problème. Ça les handicape vraiment dans leur vie du quotidien. Donc, encore une fois, moi, qu'est-ce que j'en pense? Rien. Est-ce que nous, on en consomme? Ça arrive. Eric étant fils et petit-fils de boulanger, t'imagines bien que quand on est dans la famille, on nous propose des pizzas fait maison, du pain fait maison, des gougères et tout ça. Donc, on préfère le lien qu'on a avec nos proches que nos idéologies. Donc, on va faire l'effort, mais on va pouvoir faire ça sur un repas. Si on mange un week-end comme ça, mais on va être pas bien du tout la semaine qui suit, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment à gérer. Mais je pense qu'avec si tu as besoin de pain dans ta vie, eh ben écoute, les blés anciens, c'est ce qui reste au top. Après, pour moi, effectivement, ça fait partie des aliments, les derniers qu'il faudrait introduire dans une alimentation infantile, en fait, qu'elle soit crue ou pas. Alors justement, je poursuis avec la question de Karine qui demande par rapport aux allergènes, est-ce que les avez-vous introduits tôt et de quelle façon? Alors, c'est quoi qu'elle appelle allergène? C'est des noix? Alors là, par exemple, je penserais par exemple aux cacahuètes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'allergènes? Je sais pas, des produits laitiers ou des... qu'est-ce qui est allergène? Bon, on a pas Oui, non, mais tu sais, t'en as qui sont allergiques aux tomates, aux oignons. Oui, non, mais t'as plutôt autant les allergènes standards, quoi. Tu sais, la liste Ouais. des allergènes. Ben, alors en fait, nous, ce qu'on faisait, la chose sur laquelle on était rigoureux, et ça, on a fait ça pendant très longtemps, excuse-moi, on a fait ça pendant très longtemps, c'était quand on introduisait, on est resté très longtemps en introduction monoaliment.
C'est-à-dire que quand, vu qu'elle mangeait très peu transformé et que de toute façon, la façon dont on vivait l'alimentation vivante, c'était avec très peu d'aliments mélangés. Au début, quand moi j'ai fait l'alimentation vivante, c'était des salades avec plein de trucs dedans. Et plus j'ai avancé dans le temps, et plus j'étais, entre guillemets, en mono-aliment. Tu vois, on va faire un repas où il y a 4 aliments différents, point barre, quoi. Ouais. Mais l'histoire de l'allergène, c'est que si tu constates avec ton enfant, déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire allergique ? Est-ce que ton enfant réagit ? Est-ce qu'il fait des œdèmes ? Est-ce que c'est en interne ? Est-ce que tu vois, c'est juste de l'eczéma ? C'est difficile parce que, en fait, un enfant qui mange un aliment, il va faire des selles très liquides, il va avoir un petit peu de boutons. À la limite, je te dirais, ben, ça veut dire que l'aliment est en train de faire sortir quelque chose qui est dedans, et il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Si je fais grossièrement, très grossièrement le schéma. Après, quand c'est vraiment une allergie où tu as des problèmes de température, de respiration et tout ça, ben, tu ne peux pas faire l'impasse d'être accompagné par un allergologue sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire pas de prendre des antihistaminiques ou des choses comme ça qui vont te donner une solution sur le coup, mais pas... Mais tu as des très bons allergologues qui regardent le terrain et qui font de la réintroduction petit pas par petit pas. Alors Karine, elle précise sa question, elle parlait donc effectivement les fruits à coque, moutarde, donc moutarde, j'imagine peut-être pas très tôt parce que c'est un peu particulier. Et les œufs, on en a parlé tout à l'heure, que vous proposiez des jaunes de cru. Je ne sais pas si tu te souviens sur la moutarde ou les oléagineux qui disaient. La moutarde, nous, on l'a faite beaucoup germer. Ouais. Tu vois, après notre moutarde, on l'a fait nous-mêmes, notre moutarde. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de cas comme ça. Les œufs, les enfants qui sont allergiques aux œufs, oui, c'est sûr que ça pose un souci. Moi, le souci que je vois, c'est pas le fait qu'ils soient allergiques aux œufs, c'est que maintenant, comment tu fais pour trouver un aliment dans le commerce où il n'y a pas d'œufs ? Oui, c'est hyper compliqué. Donc, en fait, c'est plus, tu vois, la maman, entre guillemets, qui va avoir de la peine parce qu'il faut qu'elle transforme tout elle-même. Et des substituts à l'œuf, aujourd'hui, t'en as, en fait. T'en as plein. La question, Karine, c'est est-ce qu'on les introduit tôt ou est-ce qu'on... Et comment ? Moi, je sais que l'œuf, j'ai regardé un peu les recommandations standards. Je lui ai proposé un jaune d'œuf et puis il a adoré ça et puis basta, quoi. Et là, je me suis dit que j'allais essayer de tester tant des choses, tu vois. J'ai pas fondamentalement envie qu'il mange qu'il se nourrisse de cacahuètes, mais je vais lui en proposer parce que je veux savoir comment il réagit. Et voilà, en fait, je pense qu'il faut tester tout simplement. C'est ça. Alors, les indications, voilà, les précautions, moi, que je prendrais, si c'était ma fille, ce serait déjà, si tu testes un aliment allergène, le faire sur le repas du matin et pas le repas du soir. Déjà, premier truc, parce que si tu as une réaction, autant que tu sois vigilante et que tu sois à côté de lui. Et si vraiment tu as une inquiétude, c'est-à-dire que pour le moment, au début, ce que tu fais, c'est que tu mets sur ton doigt et tu fais juste là. Tu vois, à l'intérieur de la lèvre, et tu vois ce qui se passe. S'il est allergique, la réaction, il l'aura de suite, en fait. Après, si c'est, par exemple, que tu amènes à l'aliment un petit peu trop tôt dans le déroulement de son microbiote, ça va être plus des diarrhées, des choses comme ça, ou les fesses rouges. Ça, c'est pas très grave en soi, en fait. C'est juste que tu recommences pas et t'attends. Mais franchement, faites-vous confiance, les mamans. Et il y a une question d'Éléonore qui dit « Hormis en jus, la plupart des légumes crus ne peuvent être intégrés qu'assez tardivement car ils sont très durs. » Alors, je vais commencer la réponse et je te donnerai la parole. Oui, en effet, nous, on a commencé en fait la diversification en hiver. Donc, en fait, quasiment tous les légumes sont sous forme de jus. Là, il y a l'été qui arrive et en fait, moi, je compte bien lui proposer. Alors, bon, les tomates, tu vas me dire, c'est un fruit, mais les courgettes, pareil, stricto sensu, c'est un fruit, mais c'est pas grave. Et puis, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du poivron en enlevant la peau, voilà. Alors, tu as deux trucs, c'est que, en fait, c'est marrant, il y a deux façons de classer les aliments. Soit tu les classes de manière botanique, et effectivement, comme tu dis, il y a plein de choses où on croit que c'est des légumes, en fait, c'est des fruits. C'est quoi la différence entre un légume et un fruit ? C'est qu'un fruit, ça vient d'une fleur. Botanique, au niveau botanique, c'est ça, c'est le fruit vient d'une fleur. Donc, tu as plein de choses qui sont des fleurs, qui sont des fruits, comme par exemple les courges, les courgettes, les poivrons, enfin, tu en as énormément. Le légume, c'est une partie du végétal. Donc, c'est pas la même chose. Tu vois, un oignon, c'est les racines, les carottes, c'est les racines et tout ça. Si tu veux vraiment lui faire goûter des légumes, et je trouve ça super chouette, ben, rien ne t'empêche de le faire en purée crue.
Tu le mixes en fait. Et alors, je parlais tout à l'heure des selles du bébé. Moi, je pense qu'il faut, voilà, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense faire nous, attendre au maximum que les selles soient régulières déjà avec les fruits, que tout se passe bien, et puis petit à petit, commencer à introduire des petites purées de légumes en petite quantité avec d'autres choses. Et oui, donc en purée, quand même, c'est mieux. Ou alors, comme tu proposais aussi, que tu disais que tu l'avais fait, ça peut être pré-mâché, bien entendu. Ça peut Ça peut être. être pré-mâché, ça peut être en décrudis aussi. Ouais, Tu vois, ça peut être aussi ça. Les décrudis, c'est pas mal. Donc les décrudis, c'est un truc de désir émérien. C'est juste passer un coup de chaleur sur les légumes pour justement casser ces fibres-là et le faire très mou. mm, C'est pas du tout la cuisson vitaliseur de Marion, hein. J'ai rien contre le vitaliseur, mais je trouve ça un peu aberrant. Tu vois, aujourd'hui, tu as des parents qui font, tu vois beaucoup sur les réseaux, des parents qui font diversification avec du cru et vitaliseur. ouais. Tu as d'autres trucs entre que le vitaliseur, parce que le vitaliseur, ça reste quand même de la super cuisson vapeur. Mm. Donc, ça reste quand même hyper cuit, quoi. Ouais, carrément. Eh ben super, on arrive au bout de ce live. Je remettrai en lien du coup les différentes références dont on a parlé tout à l'heure, si ça vous intéresse. Et puis, donc ça, ce sera disponible avec le replay. Voilà. Et donc, bah, on peut te retrouver, du coup, si tu peux nous dire, bon, donc sur BioVie, mais où? Ou d'autres? Ben, ça dépend pourquoi faire. Voilà. Je sais que tu es multicasquette, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, voilà. J'ai un compte Insta perso, mais où je parle pas trop de tout ça. Mais oui, sur BioVie, c'est le mieux. Ouais. Sur le BioVie, si jamais il y a question, c'est par le SAV, que ce soit pour un conseil tourné vers certains naturopathes plutôt que d'autres, ou ouais, c'est par le SAV de BioVie, c'est le plus simple. Ouais, très bien. Alors, C'est je le plus réponds simple. à une dernière petite question. Les oléagineux, y a-t-il, donc intégrés dans les smoothies ou autres, les purées d'oléagineux, pardon, y a-t-il des contre-indications? Bon, non, pas particulièrement. Moi, je pense que ça peut être pas mal d'attendre au moins les 6 mois, c'est ce qui est recommandé globalement. Mais non, il n'y a pas de souci. Nous, on lui donne un petit peu de purée de sésame de temps en temps. Il aime ça. Il y a plein de calcium dedans. Voilà, tout simplement. Non, faut pas. Comme tu dis si bien, Aurélie, et puis on va clôturer là-dessus. Il faut se faire confiance. Et C'est faire ça. confiance aussi à son bébé qui nous exprime plein de choses. C'est ça. Ouais. Eh ben merci en tout cas. Alors, je peux rajouter un truc Vas-y, en bien fait. Il sûr. faut se faire confiance et qu'en fait, le parcours maman sans faute, ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. Il Vous faut, allez de toute façon faire des boulettes. ouais, il faut Que ce déculpabiliser soit au niveau aussi. éducatif, au niveau sommeil, au niveau alimentaire, vous ferez des boulettes. Enfin, c'est le jeu. C'est ça. Eh ben du coup, merci beaucoup Aurélie. Merci à tous aussi d'avoir été présents pour ce live et vos questions très intéressantes. Et donc, on se dit à bientôt pour un autre sujet. Moi, j'essaye de travailler aussi de mon côté sur. J'aimerais bien produire un contenu. Alors, j'ai pas encore la forme prédéfinie. Ce sera peut-être un e-book tout simplement. On verra. Pour parler un petit peu de tout ça, j'essaye aussi de glaner des témoignages d'autres mamans qui auraient des belles choses à raconter. Voilà, donc stay tuned, comme on dit. Et puis, merci Aurélie. Et puis, à très bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup.